Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire préparé et présenté pour vous par DeGiro et BlackRock. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Victoire Roche. Bonsoir Victoire. Bonsoir Zoïr. Alors Victoire, tu es responsable de la distribution digitale en France pour BlackRock et en particulier en charge de la commercialisation des gammes indicielles actives et alternatives. Tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis Zoïr Bounedjar. Ça fait 5 ans que je suis exposé au marché financier. 3 ans au service du marché français chez DeGiro, en particulier en charge de la relation avec nos clients. Alors, Victoire, ce soir, en préparant ce webinaire, j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui sont inscrites. Il y a donc énormément de personnes qui nous suivent actuellement derrière leurs écrans, depuis leur bureau ou depuis chez eux tout simplement. Et je les comprends. Je comprends leur engouement parce que le programme qu'on a concocté s'annonce passionnant. Grâce à toi, on va démystifier les ETF. On va plonger en profondeur dans les détails des concepts de construction de portefeuille avec les ETF, mais pas que. Donc quelque chose qui a été extrêmement plébiscité, apprécié lors du précédent webinaire, c'est les exemples. Donc, chers auditeurs, vous aurez des exemples précis et concrets de profils d'investisseurs et de portefeuilles avec 100% d'ETF. Alors, peut-être pour commencer, je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu, peut-être donner une définition un peu large des ETF. Voilà, quels sont ces instruments. Encore une fois, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc les ETF sont des instruments, comme tu le disais, qui ont connu un engouement assez certain de la part des investisseurs particuliers, notamment sur ces dernières années. Le Covid a pas mal accéléré cette adoption, l'émergence de plateformes en ligne et la croissance justement des plateformes en ligne comme DeGiro a fait que l'accès à ces produits a été davantage facilité. Donc, on est ravis de pouvoir être là aujourd'hui et parler de ce sujet. Donc, les ETF, c'est tout simplement des produits financiers qui sont cotés en bourse. Donc, vous pouvez les acheter comme une action à n'importe quel moment de la journée, donc pendant les heures d'ouverture des marchés. Ce sont des instruments qui sont donc très liquides et très flexibles, qui vous donnent accès à des marchés diversifiés, que ce soit sur les actions, sur les obligations. La diversification, c'est vraiment un des points très, très importants lorsque l'on parle des ETF, puisque un ETF va suivre un indice boursier. Donc un indice, ça peut être un indice sur les actions européennes, sur les actions américaines par exemple. Et donc, en un seul produit, vous allez avoir une exposition à un certain nombre de titres, actions encore une fois, ou obligations. Peut-être un dernier sujet très important, c'est toute la transparence autour des ETF. Donc, encore une fois, voilà, un indice, vous pouvez savoir à tout moment ce qui est les composants justement de cet indice. C'est pareil pour les ETF. Vous pouvez retrouver la composition exacte avec les titres et les pourcentages à n'importe quel moment sur Internet relativement facilement. Alors, merci beaucoup pour cette présentation succincte. Alors, juste avant de commencer, moi, ce que je te propose est d'aller en détail sur la thématique de construction de portefeuille. Ce que je te propose, c'est d'apprendre à connaître notre audience. Alors, il y aura une question qui va s'afficher sur votre écran, donc avec un petit bouton, et je vous invite à y répondre, et qui va nous permettre surtout d'orienter notre discussion par la suite. Alors, la question est la suivante, c'est: est-ce que vous investissez actuellement sur des ETF? Alors, première possibilité, c'est non, ce qui est tout à fait possible, et c'est le but de notre webinaire ce soir, de vous initier aux ETF. Deuxième réponse, oui, mais dans un seul ETF. Et troisième réponse, c'est oui, mais dans plusieurs ETF. Alors, on connaîtra la réponse ultérieurement, donc j'attends avec impatience cette réponse qui va nous permettre de cadrer notre discussion. Mais avant de commencer, je voulais juste faire référence un élément important qui est le fait que ces webinaires ont été préparés à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est discuté ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex, DeGiro, Banque, Dutch Branch. L'investissement comporte un risque de perte. Vous pouvez perdre les fonds investis. Nous vous conseillons de n'investir que dans des produits financiers qui correspondent à vos connaissances et à votre expérience. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Alors, donc ce qu'on disait au début, c'est que les ETF, c'est devenu un instrument incontournable pour les investisseurs. Donc, ils ont été lancés aux États-Unis il y a plus de 3 décennies. Et tu disais, grâce à des plateformes comme DeGiro, c'est devenu un instrument fortement apprécié. Mais alors,
Moi, si tu pouvais nous dire pourquoi et nous expliquer brièvement le fonctionnement un peu plus en détail et nous expliquer les raisons qui font que ce choix est incontournable en fait. Cet instrument est incontournable pour les investisseurs. Bien sûr, c'est un petit peu les différentes caractéristiques que j'ai expliquées en introduction. Donc cette diversification qui permet, comparé au fait d'investir dans un titre unique, une action ou une obligation, est recherchée par les investisseurs. Cette transparence de savoir au quotidien ce qui est présent dans ses allocations et dans son portefeuille, c'est quelque chose qui a trouvé une grande importance auprès des investisseurs particuliers. Et puis encore une fois, les ETF se sont vraiment démocratisés et permettent en fait à n'importe quel investisseur, qui soit d'ailleurs institutionnel ou particulier, puisque c'est vrai qu'initialement c'était des produits qui étaient relativement plus utilisés par des investisseurs institutionnels, sauf que la beauté en fait de l'ETF, c'est que c'est un produit unique. Donc imaginez-vous que vous investissez dans un ETF iShares MSCI World, et vous investissez aux côtés des plus grands investisseurs institutionnels, fonds de pension, etc. Vous investissez dans le même produit, donc que ce soit les mêmes conditions tarifaires, c'est vraiment la même liquidité. Donc en fait, toute une qualité institutionnelle que l'on met à disposition des investisseurs particuliers par le biais de plateformes comme DEGIRO. Donc, on a observé effectivement un engouement assez fort pour ces produits partout dans le monde. C'est vrai que ça a commencé par les États-Unis. Développé en Europe, notamment principalement initialement au niveau du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et aujourd'hui un phénomène qui est complètement d'actualité en France, et on a vu le nombre de nouveaux investisseurs sur ces produits augmenter largement sur les 3-4 dernières années. Ok, merci beaucoup pour cette présentation succincte. Et du coup, effectivement, si je dois résumer, donc il y a les ETF, leur intérêt. Avant que tu rentres plus en détail dans l'intérêt de construire un portefeuille avec des ETF, l'un des intérêts évidemment c'est leur flexibilité, la capacité à diversifier les investissements et son portefeuille et atténuer du coup le risque qu'on a dans le portefeuille, la transparence, et ça tout simplement pour pouvoir choisir entre différents produits avant de faire sa décision d'investissement, et enfin la liquidité. Du coup, un ETF, on peut le vendre, l'acheter à n'importe quel moment de la journée, entre lundi et vendredi évidemment. Alors, pour plus de détails, moi je vous invite et je vous recommande fortement de revoir le webinaire sur les ETF qui nous expliquait le fonctionnement et les caractéristiques très précises des ETF que vous pouvez retrouver via degiro.fr/webinaire. Et par ailleurs, ce même webinaire sera disponible très prochainement également en replay sur cette même page. Alors, Victoire, donc, ce que tu disais, et tu me corriges si je me trompe, c'est que il y a énormément d'ETF. Donc, rien que chez BlackRock, vous êtes à plus de 1000 ETF qui existent. Et il y a des ETF, ce que tu disais, qui couvrent déjà le monde, qui couvrent différentes régions, différents secteurs. Alors, pourquoi il est intéressant aujourd'hui, en prenant en compte cette donnée, de créer un portefeuille avec plusieurs ETF ? Bien sûr, et je pense qu'on va attendre d'avoir les réponses à la question qui vous a été posée. Mais je commencerai tout simplement par dire que le fait d'investir dans un seul ETF peut être complètement suffisant tant qu'on respecte les deux principes clés qui sont la diversification et la gestion des risques. Donc c'est vraiment important lorsque l'on investit dans les marchés financiers d'avoir une exposition qui soit en ligne avec nos attentes. Donc il est vraiment primordial de gérer le risque en fonction de ses besoins et de ses tolérances en fait individuelles. Donc en revanche, l'utilisation de plusieurs ETF peut permettre d'avoir justement cette diversification au-delà des géographie, au-delà des secteurs et surtout au-delà du nombre de titres. Donc voilà, et comme tu le mentionnais, l'offre aujourd'hui qui est disponible, donc typiquement en France chez BlackRock, on a, je crois que c'est 580 ETF aujourd'hui. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi construire des portefeuilles qui soient diversifiés et de quoi aussi pouvoir exprimer des convictions sur des marchés qui sont soit niches, soit un peu moins traditionnels. Ok, alors pour résumer, un ETF peut être efficace, peut être pratique parce qu'il peut nous exposer à notre objectif, mais plusieurs ETF, ça nous permet une plus grande diversification et c'est une façon de mieux gérer son risque. Alors justement, tu me le disais
tu attends la réponse avec impatience. Donc, je vois quelques réponses qui commencent à arriver. Donc, au résultat de notre sondage. Alors, la question, je la rappelle, investissez-vous actuellement dans des ETF? Alors, en 1, la première réponse, non. Donc, on a 35% de nos auditeurs qui n'investissent pas dans des ETF. 53% de nos auditeurs qui investissent dans des ETF et dans plusieurs ETF. Et enfin, que 12% de nos auditeurs qui investissent dans des ETF, mais que dans un seul ETF. Alors, est-ce que ce résultat reflète un peu ce que vous constatez à votre niveau chez BlackRock dans les différentes géographies où vous êtes présente? Alors, je pense que en général, le nombre d'ETF que l'on a dans son portefeuille dépend aussi du niveau de sophistication qu'on a sur les marchés financiers. Lorsqu'on est complètement novice et primo-investisseur sur le monde des ETF, on a observé une tendance des investisseurs particuliers à se positionner sur une exposition qui généralement est l'ETF MSCI World, donc action mondiale sur les marchés développés. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que tout dépend du niveau de sophistication et aussi du temps qu'on a envie de passer à construire son portefeuille et à gérer seul ses investissements. Donc peut-être pour vous partager un petit peu quelques réflexions. Donc lorsque vous investissez dans un ETF MSCI World, effectivement, vous êtes exposé à l'échelle mondiale sur les marchés développés. En revanche, vous achetez quelque chose qui est entre guillemets pré-packagé, donc vous n'avez pas la main sur le pourcentage d'exposition aux États-Unis, le pourcentage d'exposition au secteur de la santé, etc. Donc ça, c'est entre guillemets un peu la première marche lorsque l'on commence à investir dans les ETF. Maintenant, si on a envie d'aller un cran plus loin, on peut tout à fait construire un portefeuille qui soit encore plus diversifié. Et je vais faire une métaphore qui va peut-être vous paraître un petit peu simpliste. En revanche, je pense que ça va permettre de mieux comprendre en fait la différence entre construire son propre portefeuille et investir dans un ETF déjà relativement bien diversifié comme l'ETF World. Donc, l'ETF World, c'est comme si en fait vous achetiez directement une maison faite en Lego. Imaginez que un ETF, c'est un Lego. Voilà. Donc un ETF est un Lego. Quand vous achetez le MSCI World, par exemple l'iShares MSCI World, vous investissez dans une maison qui est déjà préfaite avec des Legos. Mais du coup, vous choisissez pas la taille des fenêtres, le nombre de chambres, la couleur des murs. C'est vraiment une maison qui est pré-packagée pour vous et vous l'achetez telle quelle. Maintenant, si vous réfléchissez à construire un portefeuille à base d'ETF, c'est comme si vous construisiez en fait votre propre maison à base de Lego. Donc là, tout de suite, vous pouvez choisir la couleur, la taille, s'il y a une piscine, s'il n'y a pas de piscine. Voilà, ça, tout dépend de vos objectifs. Et lorsque l'on construit en fait un portefeuille mondial, les investisseurs, les investisseurs peuvent en fait exprimer des vues et choisir en fait toutes les caractéristiques de leur portefeuille. Typiquement, moi j'aimerais bien un peu moins d'États-Unis dans mon portefeuille, un peu plus d'Europe. Si vous investissez dans un ETF MSCI World, il y a quand même 70% d'États-Unis à l'intérieur. Donc il y a quand même un risque. En fait, il faut juste en avoir conscience. Je pense que l'important c'est de savoir ce qui est à l'intérieur des produits dans lesquels vous investissez. L'avantage encore une fois des ETF, c'est qu'à tout moment vous pouvez vérifier les compositions. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants à avoir en tête, notamment ce risque de concentration. Je le mentionnais sur l'ETF MSCI World qui est relativement beaucoup exposé au marché américain. Il peut aussi y avoir un biais en termes de capitalisation boursière. Donc là, ETF MSCI World, on parle d'un indice qui généralement est investi dans des grandes capitalisations. Donc si vous souhaitez avoir un biais un petit peu plus, ce qu'on appelle small cap. Alors qu'est-ce qu'on entend par small cap, grande capitalisation pour notre audience? Donc, en gros, ce qu'on appelle une action avec une grande capitalisation, ça va être une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars. Donc, on est quand même sur des tailles assez conséquentes. Et si je prends rien que, un exemple, on parlait du risque de concentration. Dans l'ETF MSCI World, vous avez quasiment 20% de l'ETF au global. Donc, il y a 1500 titres, on va dire, à l'intérieur, environ 1400, 1500. Il y a 20% de ce portefeuille qui est investi dans 7 titres.
Donc voilà, on peut quand même en investissant dans un ETF global, avoir des concentrations assez fortes sur certaines capitalisations. Et le dernier, je dirais que c'est la partie sectorielle et industrie. Donc si on veut peut-être une exposition plus axée sur la santé que la tech, on peut choisir de construire soi-même son portefeuille. Donc un ETF global peut complètement être un moyen d'atteindre un certain niveau de diversification. Mais voilà, la combinaison de plusieurs ETF peut offrir une certaine flexibilité que une exposition unique ne permet pas, et vous permettre d'avoir aussi quelque chose qui soit peut-être plus adapté à vos attentes, à vos horizons d'investissement et à votre profil de risque. Ok. Merci pour cette explication très exhaustive. Mais du coup, si on comprend bien, donc on a une plus grande granularité en fait en investissant dans plusieurs ETF, et ce qui nous permet justement de se diversifier en synthèse. Mais du coup, comment procéder dans la constitution de ce portefeuille ? Bien sûr. Alors, je pense que la première étape, c'est vraiment de définir quel type de portefeuille vous souhaitez avoir. Quel est l'objectif en fait de votre portefeuille ? Si je reprends la métaphore, l'analogie de la maison, vous souhaitez un appartement, vous souhaitez une villa sur la plage, vous souhaitez un chalet. Quel est vraiment le type d'investissement que vous souhaitez construire ? Donc, si on part du principe que vous voulez avoir une exposition qui soit mondiale, donc lorsque un investisseur choisit des ETF, encore une fois, c'est important de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et de savoir en fait que quand vous investissez, si vous voulez un portefeuille mondial et que vous investissez dans un ETF MSCI World et dans un ETF S&P 500, vous avez quand même certes une exposition mondiale, mais quand même 70 voire 80% d'États-Unis dans votre portefeuille. Donc il y a des biais qui existent et il faut juste en avoir conscience. Exactement. Donc ça c'est pour la partie vraiment quel est l'objectif de votre portefeuille. Ensuite, l'étape qui, selon moi, est quand même la plus cruciale, c'est vous. Enfin, quel est votre objectif d'investissement ? Est-ce que c'est pour financer les études de vos enfants c'est pour financer les études de vos enfants ? Est-ce que c'est pour préparer votre retraite ? Est-ce que c'est... Donc, quel est mon objectif financier ? Exactement. Quel est votre objectif financier ? Quel est aussi votre horizon de temps ? Donc l'horizon d'investissement, on le rappelle jamais assez, mais c'est quand même un des facteurs très très important à prendre en compte. En fonction de votre horizon, toutes les classes d'actifs donc ne sont pas forcément adaptées. Si vous voulez sortir votre argent dans un an, pas sûr que les actions soient le marché le plus adapté. Donc ça c'est un point assez important à garder en tête, l'horizon d'investissement. Et le dernier, c'est tout simplement votre tolérance au risque. On sait que les marchés peuvent être très volatiles. On l'a vu en 2022, 2023 dans l'autre sens. On sait que il peut y avoir une certaine volatilité et il faut avoir entre guillemets, faut être solide parfois solide sur ses appuis pour tenir cette volatilité, et tout le monde n'a pas la même tolérance au risque. Donc être conscient de soit son aversion, soit sa volonté de prendre du risque, c'est aussi un élément très important à déterminer avant de commencer à construire son portefeuille. Donc, encore une fois, plus l'horizon d'investissement est long, plus vous pouvez vous permettre de prendre un petit peu plus de risques, puisque vous avez, entre guillemets, du temps pour laisser les marchés faire leur travail. Alors évidemment, tout va pas être toujours montant, mais ça va baisser, mais ça va remonter, ça va baisser, ça va remonter. Mais globalement, sur les marchés actions en tout cas, sur le long terme, on a généralement un potentiel de rendement qui est quand même assez intéressant, en relatif notamment aux obligations qui elles donc c'est une classe d'actifs à part entière qui généralement sont plus adaptés à des horizons d'investissement plus courts. Donc on va avoir un profil assez différent, c'est donc des horizons d'investissement plus courts, une aversion au risque peut-être un peu aversion quand une volonté de prendre du risque moindre exactement, donc une aversion au risque un petit peu plus forte donc l'horizon plus court fait que on peut peut-être moins se permettre d'avoir une volatilité très très forte, et on n'aura peut-être pas le temps entre guillemets de pouvoir laisser le potentiel des marchés actions faire leur travail. Donc bien choisir
bien déterminer son profil et sa tolérance au risque pour savoir comment investir dans les marchés. Sur la partie obligataire, donc les obligations, je définissais un petit peu ce que c'est. Donc c'est tout simplement des emprunts. Enfin c'est des titres de dette. Voilà, exactement. Donc au travers des obligations et donc des ETF obligataires, vous financez des entreprises, vous financez des États, donc différents types d'entreprises sur différents secteurs, sur différents stades de leur développement. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui va en fait influencer le prix et le rendement potentiel de ces obligations. Il y a plusieurs choses. Il y a tout simplement les taux d'intérêt. Donc je pense qu'on en a aussi... On entend beaucoup parler. Voilà, on en a beaucoup entendu parler. 2022, ça a été une année quand même assez exceptionnelle en termes de remontée de taux. Donc on a des taux qui augmentent, donc des rendements obligataires qui augmentent également et des prix qui baissent. Donc ça, c'est un peu mécanique. C'est de la macroéconomie. Voilà, c'est juste des concepts peut-être dont il faut avoir conscience quand on investit sur le marché obligataire. Un autre aspect important, c'est la qualité du crédit. Donc, lorsque vous achetez une obligation d'entreprise, donc vous prêtez indirectement de l'argent à une entreprise, ça va être la capacité en fait de cette entreprise à rembourser son emprunt. Donc, à vous verser vos coupons et surtout vous verser le principal à la fin. Et plus cette qualité est forte, du coup, j'imagine que plus le rendement sera moins fort Exactement. Donc en fait, c'est tout simplement une échelle sur le bilan d'une entreprise. On rembourse d'abord ce qu'on appelle les dettes plutôt prioritaires. Voilà, exactement. Donc en fait, moins vous prenez de risques, moins le rendement est important. Donc généralement, lorsqu'on parle d'obligations de crédit de qualité, ça va être lorsqu'on prête de l'argent à des entreprises qui sont relativement bien établies, avec des flux de revenus quand même assez conséquents. Donc lorsqu'on est dans des entreprises plutôt hyper croissance, assez jeunes dans leur évolution et relativement naissantes, là on est sur des entreprises qui sont peut-être un peu plus sensibles et en tout cas avec un risque d'insolvabilité plus élevé. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qu'on appelle en fait le risque de défaut. Donc lorsqu'on investit sur des obligations de qualité, on a un risque de défaut des entreprises qui est relativement plus faible. Donc ça c'est pour la partie obligataire. Donc pas mal de notions, de concepts, de notions à savoir. Et sur la partie action, donc la partie action, c'est vraiment, on va privilégier l'appréciation du capital. Donc autant sur les obligations, on va privilégier le revenu, donc le rendement en fait qui va être généré par l'obligation et que vous allez pouvoir percevoir. Sur la partie action, ce qui va vraiment générer la performance, c'est pas forcément le revenu, donc le dividende en l'occurrence, mais ça dépend des entreprises, vous me direz, mais on va vraiment miser davantage sur l'appréciation du capital de l'entreprise qui va donc dépendre de ses résultats, de sa croissance et de tous les fondamentaux que l'on peut observer sur des bilans d'entreprise. Donc ça c'est comment procéder. Déjà c'est commencer par connaître quelles sont les différentes classes d'actifs qui existent et les différents types d'ETF. Ok, c'est très, très intéressant. Alors, du coup, Victoire, tu nous as donné en fait une grille d'analyse, ou en tout cas une grille qui va nous permettre d'établir notre profil en tant qu'investisseur, et l'audience peut utiliser cette grille qui va, du coup, je rappelle simplement, donc on va prendre en compte l'objectif du portefeuille, l'objectif financier en tant qu'investisseur, l'horizon d'investissement qui est très important, et évidemment la tolérance au risque. Donc est-ce que je veux prendre du risque ou je veux moins en prendre, et qui va m'orienter effectivement dans la classe d'actifs sur laquelle je vais investir. Alors avec toutes ces possibilités, avec tous ces choix, tous ces critères que tu as mentionnés, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi en tant qu'investisseur, évidemment. Exactement. Donc, on mentionnait tout à l'heure que le nombre d'expositions, donc le nombre de produits ETF présents sur le marché est vraiment déjà bien garni entre guillemets, donc et ça ne fait que de se développer. La granularité de l'offre est de plus en plus importante. On cherche toujours à offrir un maximum de possibilités aux investisseurs pour se positionner sur les marchés financiers au travers des ETF. Si je prends l'exemple des actions, donc il va y avoir toutes sortes d'ETF actions. Donc je vais commencer par des concepts assez simples. Donc il y a les actions. Si on parle d'un point de vue géographique, on va avoir des ETF actions mondiales. Donc je mentionnais tout à l'heure l'ETF iShares MSCI World, par exemple.
Donc là, ça va être des pays au niveau du monde entier, sur la partie, en tout cas pays développés pour ce produit-là. On va aussi avoir des ETF qui vont se positionner d'un point de vue régional, donc sur les grands blocs régions du monde. On va avoir les blocs des pays émergents, on va avoir l'Europe, on va avoir l'Amérique du Nord, peut-être l'Amérique latine, l'Asie. Donc ça, c'est vraiment la partie régionale. Et on va descendre encore un cran dans la granularité, avec même des expositions pays uniques. Donc sur la France, évidemment, on a des expositions, des ETF Action France. On va avoir typiquement des ETF sur le Brésil, sur la Chine, sur différents pays du monde, le Mexique par exemple. Et donc, vont vous permettre de pouvoir exprimer des vues si vous en avez sur ces différents pays. Le second point que je voulais mentionner au niveau des ETF actions, c'est le découpage d'un point de vue secteur. Donc, maintenant qu'on a vu la partie géographique, évidemment, l'économie peut aussi être décomposée en termes de secteur. Aujourd'hui, vous avez des ETF qui vous permettent d'être exposés à des secteurs en particulier dans l'économie. Donc, et d'ailleurs, que ce soit au niveau global ou même régional, on peut, en fait, donc c'est granularité à tous les niveaux. Voilà, c'est un peu comme une matrice, si vous voulez. Donc, on s'efforce vraiment d'avoir, de découper tous les marchés mondiaux en un maximum de Lego, pour revenir encore une fois à mon analogie du début. Et donc ici, si je prends l'exemple d'un ETF global sur les secteurs financiers, où vous allez retrouver des sociétés, donc des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés comme De Giro ou BlackRock, on le mentionnait tout à l'heure. Donc toute société sur les services financiers, ça c'est pour la partie le secteur financier. Maintenant, on va avoir pareil sur la santé, on va avoir pareil sur le secteur de la technologie par exemple, sur l'énergie, donc tous les secteurs de l'économie quasiment sont représentés au travers d'ETF sur le marché. Et si, pour donner juste un dernier exemple, on peut carrément aller un ETF européen santé, un ETF US, sur les actions US santé. Donc on peut découper en fait un peu à notre guise. L'offre est là. Maintenant il s'agit de choisir ce qui nous correspond et ce vers quoi on veut se tourner. Et le dernier aspect sur le dernier type, entre guillemets, d'ETF en action, c'est ce qu'on appelle les ETF thématiques. Vous avez peut-être déjà entendu ce concept, on en entend pas mal parler sur l'intelligence artificielle, par exemple. Exactement. Donc, on en entend pas mal parler depuis ces derniers mois. L'idée de ces ETF thématiques, c'est de vraiment aller capter des grandes tendances de long terme. Donc, tu mentionnais l'intelligence artificielle, c'en est une. On a aussi, les divergences démographiques. Donc typiquement ce qui va inclure le vieillissement de la population. Il y a pas mal d'enjeux en fait de société autour de ça. On a également la transition énergétique. C'est un sujet complètement d'actualité et en fait ces grandes tendances, elles vont complètement remodeler la façon dont nos économies fonctionnent, la façon dont les entreprises fonctionnent et la façon dont nous on consomme en fait également au quotidien. Donc ça, sont vraiment des thèmes en fait que l'on va chercher à capturer en fait via des ETF thématiques. Et essayer d'investir dans les entreprises qui sont les mieux préparées pour répondre à ces enjeux de long terme. D'ailleurs, chez BlackRock, la façon dont vous définissez ces thématiques par le mot mégaforce dit bien l'enjeu que sont justement ces thématiques. Donc, c'est des forces profondes qui bouleversent les sociétés maintenant et dans le futur. Exactement. Parfait. Alors, moi, il y a une autre question qui revient beaucoup de la part de nos clients et de nos auditeurs, c'est donc quand on va sur la plateforme de Giro, quand on essaie de comparer les différents ETF, on voit souvent la mention des classes de parts, donc ACC, donc pour accumulatif, versus DIST pour distributif. Alors est-ce que donc déjà si possible d'expliquer à nos auditeurs la différence entre ces deux classes de parts et est-ce que ça va impacter, en tout cas, est-ce que c'est un critère que je devrais prendre en compte dans la construction de mon portefeuille ? Complètement. Donc, déjà, je tiens à préciser que accumulatif, en français, on dit capitalisant d'ailleurs, et distribuant. Donc, ça ne va pas impacter l'exposition de votre ETF. Donc, c'est-à-dire que que ce soit une part AC ou une part DIST, vous allez retrouver les mêmes sous-jacents, les mêmes titres à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. En revanche, là où il va y avoir une différence, c'est
sur la distribution ou non d'un revenu, donc typiquement de dividendes ou de coupons. Donc c'est-à-dire que si vous optez pour une part distribuante, vous allez recevoir tous les trimestres ou à fréquence régulière un revenu en fait qui va directement être détaché de l'ETF et donc sortir complètement qui va être déposé en fait sur votre compte. Donc également, important à prendre en compte selon le véhicule par le biais duquel vous investissez, à prendre en compte la fiscalité puisque c'est un revenu qui est détaché directement de l'ETF. Si vous choisissez en revanche des parts qui sont capitalisantes, donc ACC, AC, ici donc ce fameux revenu va non pas être détaché de l'ETF, mais va être réinvesti. Donc vous allez pouvoir en fait tout dépend de votre objectif. Si vous voulez un revenu régulier, vous prenez une part distribuante, en tenant en compte évidemment de la fiscalité à la sortie. Si vous voulez justement capitaliser sur ces revenus, vous pouvez choisir une part capitalisante qui va permettre de réinvestir en fait ce revenu et donc la valeur de l'ETF va augmenter et c'est ce qu'on appelle l'effet un petit peu boule de neige dont on va pouvoir bénéficier avec l'argent en fait qui va pouvoir travailler pour vous sur le long terme. Ok. Très intéressant. Alors, mais du coup, avec tout, justement, tu expliquais la granularité par les thématiques, par les secteurs, par les régions. Donc, un investisseur qui commence à construire un portefeuille avec plusieurs ETF, est-ce que ça complexifie pas justement la chose, et dans la gestion en tout cas de son portefeuille? Alors, est-ce que c'est plus difficile pour être simple? Alors, plus difficile, je pense que lorsqu'on investit dans un ETF MSCI World diversifié, c'est relativement simple. L'idée, ce n'est pas de passer beaucoup de temps, donc tout dépend en fait encore une fois de ses envies, de ses objectifs. Si vous voulez passer un petit peu de temps pour vraiment avoir un portefeuille qui colle exactement à votre profil de risque, à vos objectifs d'investissement, ça peut effectivement prendre un peu plus de temps. Et je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre. Il y a deux choses, je pense, importantes à garder en tête ici. La première, ça va vraiment être que lorsque vous avez une fois que vous avez construit votre portefeuille, l'idée c'est de pouvoir investir de façon régulière dedans. Donc pas forcément mettre tout d'un coup, mais plutôt essayer de lisser ce qu'on appelle lisser ses points d'entrée, c'est-à-dire pouvoir une fois vous allez investir, ça va être peut-être au plus haut, la fois d'après ce sera au plus bas, et donc plutôt que d'essayer de timer le marché, investir de façon régulière dans un portefeuille déjà préétabli. Le second point très important à garder en tête, c'est que ce portefeuille, en fait, va évoluer au cours du temps, même si vous ne faites rien. Parce que, imaginons, vous avez choisi d'investir dans un portefeuille diversifié, 50% ETF actions, 50% ETF obligations. Vous attendez un an, au bout d'un an, je vous garantis que ce sera plus 50% actions, 50% obligations. Pourquoi ? Parce que en fait, la valeur de marché en fait des actions et des obligations va évoluer et donc le pourcentage que la poche 1 et la poche 2 vont représenter dans le portefeuille va évoluer également. Si les actions se sont appréciées, prenons un exemple. Donc, les actions se sont appréciées sur l'année passée. Peut-être que votre poche action, elle va représenter 70% du portefeuille et plus 50%. Donc, c'est aussi important de pouvoir rééquilibrer son portefeuille pour toujours avoir pour toujours coller entre guillemets aux allocations qu'on avait construites de base initialement en fonction de notre profil et de notre objectif. Ok, très, très intéressant. Donc une nouvelle notion très intéressante, donc le rééquilibrage, puisque l'allocation en fait initiale, elle va changer au fil du temps. Alors, ce que j'apprends en tout cas, et je pense que nos auditeurs partagent cette même analyse, c'est qu'il n'y a pas de formule magique au final pour investir et construire un portefeuille avec plusieurs ETF, et chacun doit créer sa propre formule. Et en fonction évidemment de ce que tu disais, la tolérance au risque, l'objectif d'investissement et l'objectif de rendement. Mais est-ce que toi, ce soir, et cette partie, je pense que nos auditeurs l'attendent beaucoup, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de profils d'investisseurs et de portefeuilles 100% ETF ? Complètement.
Donc ça c'est un peu l'objectif aussi de ce soir, c'est de pouvoir vous donner des exemples qui sont concrets. Je commencerai peut-être par encore donner un concept qu'on connaît, enfin que beaucoup d'experts appliquent dans la gestion de leur portefeuille. C'est ce qu'on appelle l'approche cœur satellite. Donc cette approche, elle va vraiment en fait permettre d'avoir une allocation qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire de plus long terme au sein de son cœur, composé d'actions, d'obligations, et les satellites qui vont être davantage des expositions peut-être un peu plus tactiques ou en fonction de ses préférences. Donc sur la partie cœur, on va essayer d'avoir quelque chose qui soit diversifié d'un point de vue géographique, sectoriel, sur différentes classes d'actifs, et la proportion d'actions versus obligations va dépendre de votre profil de risque et de votre horizon d'investissement. Et sur la partie satellite, donc ça, encore une fois, c'est optionnel. On peut complètement garder juste son cœur de portefeuille. La partie satellite, c'est, si vous souhaitez passer peut-être un peu plus de temps sur votre portefeuille, essayer de l'affiner et d'avoir d'exprimer un petit peu plus de conviction, vous pouvez complètement le compléter, en fait, avec ces satellites. On parlait tout à l'heure des ETF thématiques, typiquement sur, la robotisation, l'intelligence artificielle, le futur de la santé, etc. Ce sont des thèmes qui existent au format ETF, donc vous allez retrouver un panier d'actions qui sont soit bien positionnés pour tirer parti de cette grande tendance, soit qui favorisent l'adoption de l'intelligence artificielle, ou tout dépend encore une fois de la thématique sur laquelle vous positionnez. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir exprimer des vues et exprimer des convictions, soit sur un thème, ça peut être aussi sur un pays. Vous avez vu une news sur la Chine, sur le Brésil ou autre, vous vous dites, tiens, je pense que les actions brésiliennes vont monter sur les prochains mois, et vous pouvez complètement le faire sur la partie satellite. On préconise quand même de garder vraiment son allocation cœur stratégique pour permettre d'avoir une appréciation de capital et un socle quand même assez solide. Et la partie satellite représente généralement une petite portion du portefeuille. Ça, c'est... Pour résumer, le cœur sera en fait la base, les fondations de notre stratégie. Exactement. Et qu'on peut complémenter avec des tactiques, donc en tout cas des interventions tactiques, avec des investissements sur les satellites, donc que ce soit sur des secteurs, des régions ou des thématiques. Exactement. Si on prend maintenant quelques exemples concrets, donc on va en voir 3 aujourd'hui. Le premier, donc chaque investisseur va bien sûr avoir un profil différent. Donc si on prend par exemple donc Suzanne, qui est une mère de famille de 58 ans et qui rêve d'un voyage une fois qu'elle sera à la retraite. Donc Suzanne a un profil de risque relativement prudent, donc elle est averse au risque, elle a une tolérance à la volatilité qui est relativement faible. Elle a un horizon qui est moyen, donc oui, elle a 58 ans, elle rêve d'un voyage à la retraite, donc elle va avoir un horizon, disons, elle a une petite dizaine d'années. Et sa priorité, c'est quand même de préserver son capital. Suzanne a accumulé un certain patrimoine durant ses années de travail. Elle n'a pas envie de tout mettre, entre guillemets, en jeu à 58 ans alors qu'elle s'approche de la retraite. Donc, si on regarde son portefeuille, encore une fois, vous reconnaissez la couleur jaune. Là, on est vraiment sur un cœur de portefeuille. Donc, Suzanne, elle passe pas forcément beaucoup de temps sur la partie satellite. Elle regarde pas forcément les news, les marchés financiers. C'est pas quelque chose qui est inhérent à son profil. Donc, elle va vraiment rester sur une allocation stratégique et pas forcément tilter son portefeuille avec des thématiques ou des expositions plus précises et niches. Et sur la partie donc cœur, on observe une partie sur les ETF obligataires qui est relativement plus importante que celle sur les actions, tout simplement parce que son horizon d'investissement est moyen et que Madame Suzanne est averse au risque. Donc encore une fois, les obligations moins risquées généralement que les actions, donc on va privilégier d'avoir un socle obligataire un peu plus important. Et au sein de ces ETF obligataires, tout à l'heure je décrivais les différents types d'ETF actions, mais sachez qu'on a tout autant de granularité sur la partie obligataire. Donc ici, on voit par exemple les obligations d'État de marchés développés, US, Europe par exemple, des obligations d'entreprise investment grade, c'est ces fameuses entreprises de qualité qu'on mentionnait tout à l'heure, donc avec un risque de défaut et donc de ne pas rembourser entre guillemets, qui est relativement faible, et des ETF high bonds qui font partie de la gamme iShares et qui sont des ETF à échéance. Donc à échéance, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine visibilité sur le rendement en se disant, bon, ces ETF, je les achète aujourd'hui,
ils vont expirer entre guillemets fin 2025, fin 2026 ou voilà, tout dépend de mon horizon encore une fois. Je peux avoir, je peux bénéficier justement d'un rendement qui est relativement visible à cette maturité, à cette échéance, pardon. Et donc sur les actions, comme Suzanne est relativement, encore une fois, averse au risque, on va privilégier des expositions qui sont relativement larges, monde, Europe. Elle n'a pas vocation à avoir une approche très granulaire sur les actions, puisque voilà, on est relativement, on préfère se concentrer sur le portefeuille obligataire puisqu'on est averse au risque. Ça, c'était pour Suzanne. On va maintenant prendre un deuxième exemple. Donc, Lucas. Voilà, Lucas. Lucas qui est un homme de 40 ans qui projette d'acheter un appartement. Donc lui aussi est averse au risque. Mais en revanche, ce qui va différer par rapport à Suzanne, c'est son horizon d'investissement. Donc ici, lui, il va avoir deux horizons. Le premier, c'est qu'il souhaite acheter un bien immobilier dans 5 ans. Et le second, c'est qu'il souhaite aussi faire croître son capital sur le long terme, sachant que voilà, à 40 ans, on a quand même un horizon d'investissement relativement long. Donc, sachant que Lucas est relativement averse au risque, donc en termes de ce qu'il peut supporter sur la volatilité, on est relativement faible. Donc, on va privilégier un portefeuille cœur qui est diversifié sur les obligations et sur les actions. Pourquoi ça diffère alors que Suzanne était aussi averse au risque? C'est tout simplement parce que son horizon d'investissement à Lucas, il est plus grand. Donc, en fait, on peut se permettre d'avoir un peu plus d'actions parce que il a plus de temps pour laisser en fait le potentiel d'appréciation du capital des actions faire son boulot entre guillemets, faire son travail sur le long terme. Donc comparé à Suzanne, donc il est aussi averse au risque, mais on va peut-être accepter un peu plus de risque du fait d'un horizon d'investissement un peu plus long. Exactement. Parce que voilà, on sait que le potentiel de rendement des actions sur le long terme, il est intéressant. En revanche, l'horizon d'investissement est vraiment important ici parce que sur le long terme, on peut bénéficier du potentiel de rendement des actions, mais sur le court terme, c'est pas possible. Enfin, c'est presque pas possible parce que tout est possible. Mais je veux dire que il y a des baisses, il y a des hausses, et Suzanne n'aurait pas supporté sur un horizon court. Si elle doit sortir au bout de 5 ans et qu'on est au creux du marché, c'est dommage pour Suzanne. Alors que voilà, Lucas a quand même plus de temps pour laisser le capital s'apprécier en fait sur le plus long terme. Et donc pareil, en termes de diversification sur l'obligataire, on va rester similaire. Donc vous voyez les mêmes sous-jacents, des obligations d'État, des obligations d'entreprise, qui sont pas, voilà, chacun a des facteurs, chacun va évoluer de façon différente avec des facteurs, des moteurs en fait d'évolution qui sont différents. Donc ça, il y a une diversification qui se fait. Et sur les ETF actions, on va être quand même un peu plus granulaire parce que voilà, ça représente une part un peu plus importante du portefeuille de Lucas par rapport à Suzanne. Donc ici, on va pouvoir investir dans des ETF focus sur la France, sur les actions US, sur des secteurs par exemple défensifs comme la santé ou les biens de consommation. Santé et biens de consommation parce que on reste quand même sur un profil de risque qui est relativement faible. Donc, si par exemple on avait mis beaucoup de ce qu'on appelle le biais croissance, donc comme la tech, on sait que c'est quand même beaucoup plus volatile que peut l'être par exemple la santé. Donc voilà, on privilégie quand même des secteurs qui sont relativement plus défensifs que pour un investisseur qui aurait un appétit au risque beaucoup plus important. Ce qui est le cas de notre troisième cas. Donc Salma qui elle a 25 ans, qui est prête cette fois-ci à prendre du risque. Donc c'est une jeune active qui sort d'études et qui vient de commencer à travailler et donc de commencer à gagner ses premiers salaires exactement. 25 ans, donc son horizon de placement est relativement long et sa priorité c'est vraiment de maximiser le rendement. Donc appréciation du capital avant tout et pas comme Suzanne qui elle cherchait vraiment à préserver son capital. Exactement. Donc dans ce cas-là, on peut voir cette fois-ci que la barre noire elle est un petit peu plus à gauche, donc on va avoir un portefeuille dans lequel il va y avoir un peu plus d'actions.
on reste encore sur quelque chose de très diversifié. Encore une fois, on n'a pas on n'a pas vocation à être uniquement sur une classe d'actifs puisque la diversification permet quand même de réduire le risque et donc il y a toujours un intérêt à avoir un portefeuille diversifié sur les actions et les obligations. En revanche, ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'ETF obligataire high bonds, donc pas d'obligataire à échéance. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment sur super long terme. Il n'y a pas de projet court terme ou à 5 ans, 10 ans qui est en jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de besoin d'avoir une échéance en particulier. Et donc, la vraie différence avec les deux autres cas, les deux autres exemples, c'est cette fois-ci l'utilisation de ces fameux satellites qu'on mentionnait tout à l'heure, avec des ETF actions sur les thématiques. Voilà, je pense qu'on en a assez parlé, donc vous voyez maintenant à peu près de quoi on parle. Des ETF actions sur des différents secteurs. Donc si je veux investir sur le secteur de la tech aux US, ça peut être quelque chose d'assez tactique et pas nécessairement dans le cœur de mon portefeuille, en fonction de ce qu'on observe sur les marchés et de nos convictions. Pareil sur les actions émergentes. Donc, il faut savoir que les actions des pays émergents sont généralement plus volatiles que celles des pays développés, puisque on est sur une incertitude un peu plus forte sur ces pays qui sont en voie de développement. Et enfin, sur les ETF obligataires, ici, on voit un satellite au niveau des obligations du crédit à haut rendement. D'accord. Et cette fois-ci... C'est plus investment grade ici. Non, c'est plus investment grade. Donc, pour vous définir un petit peu ce que c'est que le haut rendement ou high yield en anglais, parfois, certains sont plus familiers avec les mots en anglais. Donc, vous investissez dans une obligation d'entreprise, donc vous financez une entreprise, mais cette fois-ci, le risque de défaut est un peu plus fort. Donc, soit, c'est une entreprise qui... est en très très forte croissance, mais qui n'a pas forcément des revenus hyper réguliers. Donc il y a une certaine incertitude quant à la pérennité du business model de cette entreprise. Et donc le potentiel de remboursement de paiement des intérêts et du remboursement de principal est plus faible que sur une obligation de qualité investment grade. En revanche, évidemment, le potentiel de rendement est plus important. Voilà. Donc ça, c'était pour un investisseur qui vraiment a du temps devant lui, qui est plutôt averse au risque et qui a un objectif de faire croître son capital sur le long terme. On va vraiment... là, vous voyez le portefeuille, je pense, un des portefeuilles les plus complets que vous pouvez créer grâce aux briques d'investissement Les fameuses ETF. Briques de Lego. Les fameuses briques de Lego. Parfait. Merci beaucoup pour ces exemples, Victoire. Donc maintenant, on va vous donner l'occasion de découvrir notre plateforme de Giro, votre plateforme de Giro, avec une vidéo démo. Donc vous allez apprendre comment placer un ordre en bourse et vous pourrez également trouver tous les ETF de chez BlackRock. Bonne vidéo. Bienvenue au sein de notre plateforme de trading de chez DeGiro. Donc au centre de votre écran, vous pouvez constater qu'il y a les différents indices de référence, les indices principaux que vous pouvez être amené à utiliser. Donc si nous prenons par exemple l'indice français, le CAC 40, vous avez un graphique nous montrant un petit peu les variations et les performances du CAC 40 avec le laps de temps que vous préférez. Donc ce graphique-là est sur les 3 dernières années. Donc vous avez lors des 6 derniers mois ou de manière journalière. Donc vous avez les graphiques au centre de votre écran, vous pouvez cliquer sur le laps de temps ici. Les paramètres du graphique, vous pouvez les modifier et ainsi que cliquer sur graphique interactif pour avoir le graphique sur un grand écran avec plus de précision, de détails et tous les indicateurs techniques si vous le souhaitez. Sur votre droite, vous avez les top performers, les actions, les entreprises qui ont le mieux performé sur cette journée de bourse, donc sur une journée de bourse, et les entreprises qui ont le moins bien performé sur une journée de bourse, celle-ci. Vous pouvez choisir en fonction de l'indice de référence et vous pouvez constater par indice les meilleures et les moins bonnes performances d'une journée boursière. Sur votre gauche, quelques agendas économiques, des agendas financiers et d'autres informations et d'autres actualités et devises, matières premières, etc. en dessous du graphique. Vous avez d'autres actualités économiques ici. Lorsque vous cliquez, vous
tomber sur cette page, vous avez plus d'actualités économiques qui sont beaucoup plus précises, qui peuvent vous aider dans votre trading ou dans vos investissements. Vous avez les actualités avec différentes langues. Donc vous pouvez être amené à obtenir d'autres informations en cliquant sur une langue différente. Et vous pouvez choisir en fonction des marchés, des industries, des pays, des actualités qui vous intéressent le plus. Bien évidemment, vous avez la page agenda avec toutes les différentes dates et les événements économiques qui pourront potentiellement impacter votre investissement et votre trading. Donc vous pouvez choisir aujourd'hui, les 7 derniers jours, les 6 derniers mois, demain, les prochains jours, les prochains mois. Vous pouvez choisir en fonction des pays si cela vous intéresse, les dates, et bien évidemment réinitialiser tous les filtres. Vous avez d'autres informations économiques ici, que vous pouvez cliquer et consulter, mais toutes les informations économiques se situent donc dans agenda et actualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de faire un webinaire avec la société iShares, donc BlackRock, concernant les ETF. Donc, je vous propose qu'on consulte les produits ETF que nous avons à disposition chez DeGiro. Alors chez DeGiro, nous avons une belle sélection d'ETF. Donc vous avez une petite barre de recherche ici, donc vous pouvez mettre le nom, le ticker, le code ISIN du produit. Vous pouvez choisir le type de commission, donc vous avez les trackers ETF, donc c'est la tarification classique, et vous avez la sélection principale ETF, donc c'est une section plus réduite, mais là vous avez des tarifs réduits sur les frais de courtage de chez DeGiro. Ensuite vous avez tous les produits, donc différents types de produits, donc nous allons cliquer sur ETF, puisqu'aujourd'hui c'est un webinaire sur les ETF. La bourse, donc c'est la place boursière où se situe l'ETF, l'émetteur, donc l'émetteur qui va proposer l'ETF, donc aujourd'hui nous sommes avec iShares, donc choisissons iShares. Les régions, donc c'est la région dans laquelle l'ETF va investir vos fonds. Le benchmark, c'est l'indice de référence, donc le sous-jacent de l'ETF. La répartition des actifs, c'est comment est réparti votre investissement. Donc est-ce que l'ETF investit vos liquidités dans des obligations, dans des actions ou dans du monétaire. Donc tout est inscrit ici. Et enfin, TTF, donc ce sont les totals des frais sur en cours, ce sont les frais de gestion de la part du fonds. Donc dans ce cas-là, c'est iShares. Donc si nous prenons iShares, nous prenons par exemple un ETF monde, ou nous pouvons aussi, nous pouvons prendre un ETF monde, worldwide. Nous prenons un ETF qui fait partie de la sélection principale, où les frais donc seront réduits par rapport à la tarification classique. Et ensuite, nous pouvons prendre un MSCI World, par exemple. Donc nous avons ensuite deux ETF qui s'affichent sur votre écran. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici pour avoir le nom entier. Donc sur le nom ETF, vous avez beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles. Et notamment ACC signifie accumulé, accumulative. Donc là, dans ce cas-là, les dividendes que vous recevez dans l'ETF seront réinvestis. Tandis que si c'était DIST, D-I-S-T, donc distribué, cela veut dire que vous auriez reçu les dividendes sur votre compte. Donc là, la différence entre ces deux produits, ces deux ETF, comme nous pouvons le constater ici, c'est la place boursière. Les deux ETF ont le même code ISIN, mais n'ont pas le même ticker. Donc chaque produit peut avoir un code ISIN similaire, mais le ticker est individuel et propre à chaque produit. Donc la place boursière, ce produit a une place boursière chez Tradegate, et ce produit a une place boursière de chez Euronext Amsterdam. Vous avez le cours des produits, vous avez la performance au numéraire et au pourcentage sur cette journée de bourse, le volume de transactions, clôture, le cours de clôture de la veille, la dernière cotation, la région et la lettre R avec une passive verte, ça signifie simplement le cours en temps réel. Donc ça veut dire que les cours sont tout simplement en temps réel. Et ici vous avez TER, c'est la tarification du frais de gestion. Donc désormais nous allons cliquer sur le produit suivant, donc place boursière d'Amsterdam. Et nous tombons sur un graphique au centre. Nous avons encore une fois les laps de temps qui nous intéressent ici, l'interactif, le graphique interactif.
Nous avons accès au document, donc le DICI, le document d'information clé à l'investisseur. Nous allons récupérer toutes les informations importantes sur ce fonds. Nous avons des informations de marché ici, sur votre droite. Donc l'offre d'achat, l'offre de vente, les cours d'ouverture, du plus bas, du plus élevé. Et enfin, le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre est important pour chaque investisseur et trader, puisqu'il va vous donner l'information sur la profondeur de marché. Donc sur la liquidité de marché et sur les offres disponibles. Donc si nous souhaitons acheter ce produit, nous cliquons sur achat. Nous avons une offre d'achat et une offre de vente. Ici, pardonnez-moi, l'offre d'achat, l'offre de vente. Vous avez le cours du jour ou l'ordre continu. L'ordre du jour, l'ordre continu. Donc l'ordre du jour, comme son l'indique, c'est s'il n'y a pas de transaction et d'exécution lors de cette journée boursière, l'ordre sera supprimé. Il ne sera plus en attente, puisque vous avez les ordres en cours ici. Donc si l'ordre ne trouve pas exécution, il sera supprimé de cette fenêtre. Et vous avez l'ordre continu. L'ordre continu est un ordre qui va rester sur votre plateforme environ plusieurs mois, sauf s'il y a une opération sur titre ou s'il y a une suppression de l'ordre de la part du courtier, de la part de la place boursière ou autre événement exceptionnel. Mais donc voilà, on va prendre continu pour cet exemple. Un ordre à cours limité, c'est-à-dire si l'offre de vente, puisque si nous achetons, nous regardons toujours les offres de vente, si l'offre de vente est à 84,755 € et que nous ne souhaitons pas acheter à plus de 81 € pour une quantité, eh bien cela signifie que vous achèterez à 80 € maximum. Donc là, votre ordre sera en attente, puisque la première offre de vente la moins chère est à 84,75 € et nous voulons acheter à 81 €. Donc il faudra attendre que l'offre de vente soit égale ou inférieure à 80 €. Donc notre cours de limite. Ensuite, vous avez l'ordre marché. L'ordre marché signifie simplement que vous souhaitez acheter tout de suite maintenant à n'importe quel prix. Donc si vous mettez un ordre avec une quantité de 1 titre, vous achèterez tout de suite à l'offre de vente disponible. Ensuite, vous avez l'ordre stop loss. L'ordre stop loss est pour vous prémunir contre une hausse de la valeur du prix de l'action, ou du produit, ou de l'ETF, ou autre produit sur la plateforme. Dans ce cas-là, un ordre stop loss, si vous mettez un stop, par exemple, à 90 € pour un titre, cela signifie donc que lorsque vous allez acheter un ETF, vous allez placer cet ordre pour un achat stop loss à 90, vous achèterez l'ETF à partir de 90 €. Ça veut dire qu'en dessous de 90 €, vous n'achèterez pas l'ETF. Donc l'ordre sera en attente et ne s'exécutera pas. Donc c'est l'ordre achat stop loss. C'est-à-dire que là, l'offre de vente est à 84 €. Donc là, il n'y aura pas d'exécution. Lorsque l'offre de vente arrivera à 90 €, une exécution sera possible. Et ensuite, vous avez l'ordre stop limit. Stop limit, c'est à peu près la même chose, c'est un stop loss amélioré. Donc nous pouvons mettre un stop loss à 90 €. Donc nous n'achèterons pas avant 90 €. Et une limite à 95 € par exemple. Et donc là, vous achèterez entre 90 et 95 €. Ça veut dire que c'est pour essayer d'anticiper si l'offre de vente est beaucoup trop élevée, eh bien de dire je souhaite acheter à partir de 90, mais je ne souhaite pas acheter plus de 95. Donc il faut faire attention avec l'offre de la limite que vous avez placée, puisque si vous mettez une limite trop fine et trop proche, potentiellement, s'il y a un gap de marché, il se peut que vous n'ayez pas d'exécution et que le cours continue de grimper. Donc il faut bien faire attention. Et donc voici pour les ordres, pour la plateforme de trading de Giro. Donc j'espère que cette démonstration de plateforme a été très claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi la possibilité de contacter notre service client, de cliquer ici dans la barre commentaires pour donner votre avis sur la plateforme et nous donner tout avis ou idée pour l'améliorer. Et nous voici de retour après cette vidéo de démonstration. Donc j'espère que depuis chez vous, en tout cas derrière votre écran, la plateforme de Giro n'a plus de secret pour vous et que vous savez comment trouver les ETF et puis comment passer à un ordre de bourse. Alors Victoire, maintenant c'est le moment tant attendu. On va répondre à quelques questions.
On va essayer de faire le maximum de questions possibles. Et on a reçu beaucoup de questions. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le MSCI World ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé ce mot pendant la présentation, donc peut-être donner une définition un petit peu plus claire. Donc, MSCI World, c'est un indice boursier qui représente les 1500 environ, je crois qu'on est à un petit peu plus de 1500 aujourd'hui, les 1500 plus grandes entreprises mondiales sur les marchés développés. Donc vous allez retrouver à l'intérieur des grands noms que tout le monde connaît, des noms peut-être un petit peu moins connus, mais le principe même c'est d'avoir une exposition au niveau mondial sur les marchés développés. Je le disais un petit peu pendant le webinaire, il y a environ 70% de cet indice qui est sur les États-Unis, environ 20% sur les noms de la tech aux États-Unis que l'on connaît tous, ces fameux 7 magnifiques aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un des indices les plus globaux, on va dire, pour commencer à s'exposer au marché actions via les ETF. Et donc, encore une fois, on ne peut pas investir directement dans un indice. Donc, vous le savez, on ne peut pas investir directement dans le S&P 500 ou du coup dans le MSCI World. On va investir dans un ETF qui réplique cette performance. Donc, typiquement, l'ETF iShares MSCI World UCITS ETF. Alors, prochaine question, c'est une question pour De Giro. Alors, existe-t-il une liste des ETF pour trouver ce que l'on veut ? Alors, pour répondre à la question, il existe une liste, il y a deux choses. Il y a la liste des ETF sur De Giro, qui est la liste principale des ETF sans frais, que vous allez pouvoir trouver sur le site internet degiro.fr à la section ETF sans frais. Et puis, effectivement, directement depuis votre plateforme, donc la plateforme De Giro, donc si vous allez dans le moteur de recherche, donc une petite barre en haut à gauche de votre web trader, vous allez pouvoir voir soit taper le nom de votre ETF, donc soit vous pouvez également taper le secteur ou la région, et après vous allez avoir la liste des ETF qui peuvent vous intéresser, qui va s'afficher. Sinon, vous avez un petit bouton qui est produit disponible et vous allez cliquer sur la petite section ETF et ensuite vous pourrez choisir en fonction des places boursières, en fonction des régions, en fonction des indices qui sont répliqués ou des thématiques aussi. Et donc c'est très facile. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre service client. Prochaine question, Victoire, celle-là elle est pour toi. Où trouve-t-on la liste des actions dans un ETF ? Donc tu en parlais au début en introduction, donc les ETF, un des grands intérêts des ETF, c'est leur transparence et on peut trouver la liste des actions dans lesquelles l'ETF investit. Donc où est-ce qu'on la trouve cette liste ? Exactement, donc encore une fois, un ETF va répliquer un indice, sa composition est publique et donc de facto, on publie également la composition de l'ETF au quotidien, donc tous les jours, vous pouvez consulter cette fameuse liste des actions ou des obligations d'ailleurs qui sont dans cet ETF. Vous pouvez le retrouver sur le site de BlackRock directement. Donc, si vous tapez blackrock.fr, vous avez une petite loupe en haut à droite. Vous tapez votre code ISIN, donc le code ISIN de l'ETF dans lequel vous êtes investi au travers de la plateforme De Giro. Et si vous descendez, vous pouvez trouver la liste des positions qui sont contenues dans l'ETF. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger un document Excel en haut à droite sur la plateforme, sur la page du produit, qui vous donne accès également à quelques statistiques sur les expositions pays, les expositions secteurs, et tout ça évidemment qui évolue de façon quotidienne. Donc un outil assez intéressant. Très intéressant, en tout cas pour ceux qui veulent suivre de plus près la composition de leur ETF. Alors, prochaine question, Victoire. Quels avantages et inconvénients de se centrer sur le seul ETF monde ? Alors, c'est un petit peu ce que je mentionnais pendant le webinaire. Je pense que l'avantage, c'est tout simplement de ne pas passer beaucoup de temps et d'avoir une approche qui est, entre guillemets, systématique, de pouvoir investir de façon régulière dans une exposition qui vous permet une diversification de facto. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et l'inconvénient, alors,
L'inconvénient, c'est qu'on peut toujours aller plus loin. Si on passe beaucoup plus de temps, qu'on devient un petit peu plus expert, un petit peu plus sophistiqué, on peut avoir envie de customiser un petit peu notre propre portefeuille, de faire notre propre allocation. Maintenant, voilà, avoir un seul ETF monde permet complètement de pouvoir bénéficier du potentiel d'appréciation des marchés actions sur le long terme. Okay, merci beaucoup. Alors, prochaine question. OPCVM versus ETF. Alors déjà, peut-être expliquer ce que c'est un OPCVM et quelle est la différence avec un ETF. Complètement. Donc un ETF, on le mentionnait, c'est un outil qui est coté en bourse. Un OPCVM ne l'est pas. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est tout simplement... c'est une partie qui est relativement opérationnelle. Donc, en termes d'exposition pour l'investisseur final, il ne va pas y avoir un énorme changement. La vraie différence, elle va être sur le type de gestion. Donc, les OPCVM indiciels existent, mais lorsqu'on parle d'OPCVM, on pense souvent à de la gestion active. Et donc, gestion active qui vise justement à sélectionner une entreprise plutôt qu'une autre, un titre obligataire plutôt qu'un autre, avec l'espoir de battre un indice. Je reprends, imaginons le fameux MSCI World. Et on va tenter de battre la performance du MSCI World en choisissant un OPCVM avec une gestion active, alors qu'un ETF va chercher à répliquer la performance de cet indice. Ok, parfait. Et aussi, autre chose importante, peut-être un OPCVM, la cotation, contrairement à un ETF. Exactement, un OPCVM n'est pas coté en bourse, donc vous ne pouvez pas l'acheter au quotidien. Et il n'y a pas non plus cette transparence, notamment quand vous investissez dans un OPCVM avec une gestion active, puisque c'est un peu la propriété intellectuelle du gérant qui ne va pas communiquer au quotidien toutes ses positions, parce qu'il n'aurait plus de valeur ajoutée sinon. Alors, peut-être encore 2 ou 3 questions. Quels sont les frais d'un ETF et pourquoi ne sont-ils pas au même taux ? Alors, non, c'est une très bonne question. Alors effectivement, un ETF, donc ses frais vont varier entre 0,05% et tout dépend, mais on peut aller jusqu'à 0,60%, on va dire. Mais ça, c'est vraiment la fourchette haute. Je dirais qu'en moyenne, on est sur à peu près 0,20%, voire même un petit peu moins pour certaines expositions cœur. Si je prends l'exemple du S&P 500, c'est l'exposition la moins chère, en tout cas pour la gamme chez BlackRock. Donc ça, c'est vraiment la range, la fourchette de prix. Et effectivement, c'est un très bon point. Pourquoi ne sont-ils pas au même taux ? Et je ferai deux principales différences. La première entre les ETF actions et les ETF obligataires. Donc généralement, il faut savoir que l'univers d'investissement obligataire est extrêmement profond. Si je prends l'ETF obligataire le plus global qui existe, l'indice obligataire le plus global qui existe, on a environ 23 000 titres à l'intérieur. Donc 23 000 titres, si on devait répliquer exactement et acheter les 23 000 titres, on aurait des coûts de transaction qui seraient énormes, des frais, ça marcherait pas, ce serait pas efficient. Donc la façon dont BlackRock et les fournisseurs d'ETF de façon générale vont fonctionner, c'est par optimisation. Et donc on va pas acheter les 23 000 titres, on va acheter un panier qui est représentatif des mêmes caractéristiques de notation de crédit qu'on mentionnait tout à l'heure, de duration, enfin tout ce qui concerne vraiment le segment obligataire. Donc la performance sera la même. En revanche, on va acheter un nombre réduit de titres et typiquement toute cette optimisation et cette ingénierie derrière, la création des paniers, etc., ça requiert un petit peu plus d'ingénierie côté société de gestion et donc comme c'est plus compliqué à répliquer, les frais sont généralement plus importants sur des ETF obligataires par rapport aux ETF actions et au sein des ETF actions, un S&P 500, l'indice, il est hyper liquide, il est hyper connu, donc on peut se permettre d'avoir des prix qui sont relativement faibles. Si on va par exemple sur des indices un peu plus niches ou même sur des thématiques très spécifiques, il y a aussi toute une ingénierie sur la construction de cet indice. On n'a pas juste sélectionné un secteur et décidé de le répliquer. On a travaillé avec le fournisseur d'indices pour avoir quelque chose qui est vraiment en ligne avec nos attentes, avec s'assurer que toutes les entreprises qui sont dans cette thématique sont bien exposées à cette thématique, que c'est pas juste 10% de leurs revenus, mais que c'est un vrai
un vrai focus en fait pour eux. Et tout ça, encore une fois, ça a un prix. Et effectivement, les ETF thématiques ont généralement des frais qui sont un petit peu plus supérieurs à des ETF actions traditionnelles. Parfait. Alors, prochaine question, combien de temps garder un ETF? Alors, sans tomber dans le conseil en investissement. Alors, combien de temps garder un ETF? Ça dépend vraiment de vos objectifs. Je pense que c'était aussi le but de ce webinaire. Votre objectif d'investissement, votre horizon d'investissement, je pense que c'est les deux principales caractéristiques les deux principaux facteurs qu'il faut garder en tête quand vous investissez dans un ETF. Après, la réponse facile, c'est si vous investissez dans un ETF à échéance, il faut le garder jusqu'à échéance. Celle-là, elle était pas très compliquée, mais globalement, voilà, sur des ETF actions, en termes d'horizon d'investissement, quand on investit sur les marchés actions, mais c'est pas valable que pour les ETF, c'est aussi valable pour les actions de façon générale. On recommande quand même d'avoir un horizon qui est relativement long, donc 7, 10, 15 ans. Alors que sur de l'obligataire, on peut avoir peut-être un horizon un peu plus petit. Donc, alors, une question qui est revenue, tu parlais beaucoup du coup de la distinction entre ETF action et ETF obligataire. Est-ce qu'il existe des ETF qui combinent les deux du coup? Ah oui, complètement. Et c'est donc ce qu'on appelle des ETF diversifiés, multi-assets, multi-classes d'actifs. Donc ça, encore une fois, ça nécessite un petit peu plus d'ingénierie parce qu'on va pas simplement suivre un indice qui existe. On va travailler avec des gérants aussi chez BlackRock pour combiner les deux et avoir quelque chose qui soit adapté. Donc en l'occurrence chez BlackRock, on a 3 profils de risque avec prudent, modéré et dynamique. Et ils sont disponibles également pour les investisseurs français. Parfait, merci beaucoup Victoire. Donc on a essayé de répondre à un maximum de questions, donc on a eu beaucoup de questions. Merci Victoire pour c'était extrêmement instructif, intéressant et captivant. J'espère que notre audience a également apprécié ce webinaire, que vous allez pouvoir retrouver très prochainement sur notre site internet degiro.fr/webinaire. En attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée et puis à très très vite. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée, au revoir.